Merci. Donc Cap à l'Est, la vallée de la Drôme, 57 000 habitants, 2200 km², 3 communautés de communes qui travaillent ensemble par voie conventionnelle de longue date et donc un territoire qui est prédisposé à s'occuper de développement durable de par ceux qui le construisent depuis des dizaines d'années et de par également son environnement, puisqu'on est là sur un territoire à très forte biodiversité naturellement. En fait. Voilà, à savoir que c'est un gradient de population qui va d'ouest, vallée du Rhône, principal couloir de circulation européen, jusqu'à l'est des cantons à moins de 4 habitants au km², donc parmi les moins densément peuplés de France. Donc, ce territoire a commencé à travailler de manière groupée dès les années 90 sur le premier schéma d'aménagement et de gestion de l'eau qui est sorti en France. Donc, on a contribué à la rédaction de la loi sur l'eau sur ce schéma-là, avec un objectif simple, passer d'une rivière qui n'était pas du tout baignable, sur 95% de son linéaire, à une rivière qui est devenue baignable un peu plus de 15 ans plus tard, sur plus de 95% de son linéaire. Et les collectivités ont commencé à travailler sur ce sujet-là et se sont rendus compte, avec les habitants, avec les différents acteurs qui ont été associés, que nos ressources naturelles étaient notre pétrole. Donc là, on avait travaillé sur l'eau et qu'il était peut-être temps aussi de s'occuper du sol. Alors les citoyens, les agriculteurs l'avaient déjà fait. On était déjà dans les années 90 à 7 ou 8% d'agriculteurs bio. Dans les années 2007-2008, on était aux alentours de 15%. Et quand on a donc été retenu par la région Rhône-Alpes comme un des 7 grands projets un peu phares de la région en mode développement durable, en 2009, on s'est fixé des objectifs pour devenir un éco-territoire de référence, donc au niveau européen. Et on s'est dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être cette référence-là. Et au doigt mouillé, on a dit il faudrait devenir territoire à énergie positive en 2040, avoir 50% d'agriculteurs bio à l'horizon 2020, etc., etc. Donc on a posé des objectifs de ce type-là, ne plus toucher à nos terres arables, mais aussi travailler sur le développement de l'économie sociale et solidaire, passer de 20 à 25-30% d'emplois dans ce domaine, etc. Sur le bio, on a pas mal avancé. On est passé de 15 à 30% ces 5 dernières années, à la fois en surface et en nombre d'exploitations. Et dans une démarche qui allie à la fois l'agir maintenant, des opérations très pragmatiques pour aller vers les objectifs qu'on s'était fixés, dont on était sûr qu'elles nous conduiraient au moins en partie vers l'objectif, on a aussi fait une démarche prospective, BioVallée 2040, qui est tombée, c'était un hasard, c'était pas coordonné en même temps que la démarche prospective d'Atar. Et on s'est aperçu au cours de cette démarche prospective que l'énergie, on avait tout intérêt à la positionner comme fil rouge. C'est-à-dire que ça allait pouvoir devenir le moteur, et notamment financier, de la réussite de l'ensemble de notre programme. Et vous avez vu en séance plénière le discours politique qui s'est construit autour de ça, puisque en même temps qu'on faisait un travail technique classique, potentiel, objectif, chemin pour les atteindre, et qu'on réalisait quelques premières actions, notre conseil scientifique nous disait vous tenez des éléments de langage politique qui sont forts, allez, vous, élus du territoire, allez les organiser de manière à ce qu'ils soient très porteurs au niveau de votre population, écrivez un récit politique, redonnez du sens à l'action politique, vous avez de quoi le faire. Et de fait, les élus nous ont enlevé le papier des mains, ils ont dit ça suffit, vous écrivez bien les objectifs, etc. Et ils se sont mis 4 heures dans une salle, parce qu'on devait présenter un document à nos partenaires. Et ils ont dit, voilà, maintenant on va écrire le récit politique, vous tenez le clavier, on s'occupe. Et ça a été un moment un peu magique de déclenchement. Ça s'est passé il y a maintenant un peu plus d'1 an. Alors on avait déjà, c'était déjà dans les discours de dire qu'on voulait devenir territoire à énergie positive. On avait organisé les rencontres nationales en 2012, juste après avoir adhéré au réseau, etc. Alors, en termes de moyens, qu'est-ce que ça implique ? 2009, quand on démarre, on ne connaît pas l'énergie. Une collectivité s'est à peine intéressée à un schéma de développement éolien qui a fini par aboutir le jour où il n'y en avait plus besoin. Vous connaissez ça, je suppose. Donc on a démarré par un stage en 2010. L'ingénierie des 3 communautés de communes en matière d'énergie, c'était une stagiaire qui est devenue, dès la fin de son stage, la chef de projet énergie-climat du territoire, et qui a commencé à mettre en œuvre les actions Agir maintenant et à travailler sur la prospective 2040.
Donc, dans ces actions, une a pris beaucoup d'importance, c'est le dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles, DOREMI, donc qui essaime aujourd'hui sur quasiment 18 régions sur 22 en France. Donc ça, c'était les actions pilotes. OK, on en a conduit quelques-unes. Mais on voulait, dès ce moment-là, concevoir ces actions de manière à ce qu'elles puissent devenir des exemples facilement reproductibles en masse, puisqu'on s'était rendu compte que c'était bien de démarrer, de se fixer des objectifs ambitieux, mais que si on voulait les atteindre, il allait falloir changer de braquet très rapidement et ne pas passer qu'un seul plateau. Hein. On a plusieurs plateaux à passer si on veut atteindre l'objectif de moins 25%, moins 20% de consommation en 2020, 25% de renouvelables dans le mix, et moins 50 et 100% en 2040, c'est notre feuille de route aujourd'hui, sachant qu'on était à 5% d'énergie renouvelable sur une facture de 170 millions d'euros en 2011. Et donc voilà comment s'est organisée l'ingénierie. On a ensuite recruté un conseiller en énergie partagée qui a été lui aussi un peu happé par l'opération DOREMI. On lui a trouvé un adjoint temporaire cette année. Et on a commencé aussi en termes d'émergence à concevoir sur fonds propres et en interne avec l'aide de la région, tout ça, hein, très largement soutenu par la région Rhône-Alpes à 50%, voire 80% pour DOREMI. On a commencé à concevoir les outils financiers qui nous permettraient d'entrer en phase de massification, la SEM et la SAS, qui rentrent en service cette année. Alors, pourquoi ces outils et pourquoi cette ingénierie ? On a repéré deux grosses thématiques sur lesquelles on pense qu'on a besoin d'ingénierie aujourd'hui pour répondre à ce qui fait qu'on ne s'engage pas dans des politiques de transition énergétique, que ce soit sur la baisse des consommations, que ce soit sur la production de renouvelables, deux freins. Le premier est de l'ordre, je ne sais pas à quel saint technique me vouer, à quel conseil me vouer. On a l'information, on sait que ça peut être important de faire des économies, de rentrer en transition, etc. Mais comment ? Voilà, il y a eu différents sons de cloche, il y a des grandes entreprises qui s'emparent des messages, on a eu des démarches commerciales sur le photovoltaïque qui n'ont pas toujours donné des résultats fantastiques, voilà, voire même des déboires chez certains. Et donc on a repéré qu'il fallait que la puissance publique à un moment facilite et surtout cautionne l'ingénierie qui était mise à disposition des porteurs de projets, voire même qu'elle la porte, pour repérer et recruter les porteurs de projets, pour les accompagner techniquement, financièrement, juridiquement, et les aider à réaliser, au moins dans un premier temps, des expériences réussies, sur lesquelles on pourrait ensuite s'appuyer pour que ça se développe beaucoup plus largement. Donc on recense et on met en valeur ce qui a déjà été fait, parce qu'on ne sort pas de l'œuf. Le territoire ne sort pas de l'œuf, même si les collectivités sortent de l'œuf sur le sujet. Mais nombre d'acteurs ont déjà réalisé. Voilà, on était en taux d'équipement de renouvelables sur nos maisons individuelles, par exemple, on était à 4 fois la moyenne régionale, à plus de 6%, contre 1,5% en Rhône-Alpes en 2008, par exemple. Et certains cantons étaient au-delà de 10%. Et l'idée, c'est de créer progressivement une culture territoire énergie positive pour démonter tout un tas d'idées préconçues qu'on peut avoir sur ces questions de transition énergétique. Donc, rendre crédible, cautionner le conseil et le rendre efficace. Et deux, donner les moyens financiers de réaliser, puisque souvent les gens avaient envie d'y aller. On sait que ce sont des opérations rentables, une réhabilitation thermique complète de maisons individuelles. On fait la preuve avec DOREMI aujourd'hui qu'en moins de 10 ans, elle est payée, c'est-à-dire que on a, pendant ces 10 années, remboursé moins à sa banque quand on compte le remboursement banque plus coût énergétique résiduel, il est moins cher que le coût de l'énergie qu'on aurait payé si on n'avait rien fait. Et en plus, on a recapitalisé son bien. Donc ça va. Les taux de retour sur investissement et la rentabilité des projets en énergie renouvelable, même sans les aides dans certains cas, sont aussi intéressants. Le problème, c'est l'accès à l'argent. Et donc le principe, c'est que la collectivité se donne les moyens de prodiguer du conseil sur le volet réhabilitation thermique en investissant et en faisant investir l'ensemble des acteurs de son territoire dans des projets d'énergie renouvelable, parce qu'on va avoir des retombées en emploi, en économie quand on fait de la réhabilitation thermique. On va rémunérer notre épargne, on va créer de l'activité économique et on va retrouver de la fiscalité aussi locale, puisque si on atteint nos objectifs, selon les règles actuelles,
c'est 360 000 euros de fiscalité annuelle en plus, et 1 million en 2020 et 1 million en 2040, selon nos estimations. Donc c'est pas neutre. On peut payer un certain nombre de conseillers énergie partagée et de conseillers info-énergie dans les campagnes avec ces sommes-là. Et je ne parle pas de l'investissement direct que peuvent faire les collectivités via les outils que nous venons de créer. Donc voilà les deux principales questions. Alors j'aime bien les resituer dans un ensemble d'enjeux qu'on a repérés. Je vous ai parlé des croyances, des manques de connaissances. On a une nébuleuse là, d'idées autour de ces questions d'énergie renouvelable et de transition énergétique, mais en fait on a encore besoin d'aller chez l'habitant, d'aller directement avec le porteur de projet pour informer, sensibiliser, étudier, porter à connaissance les vrais potentiels et surtout les réussites. Il y a des doutes, une ambiance de doute sur les résultats et la qualité des conseils. Il y a des lobbies qui des fois œuvrent pas toujours dans le même sens que les politiques publiques. Il faut rassurer, cautionner, montrer l'exemple, accompagner techniquement et juridiquement. Il y a des difficultés à financer, il faut sécuriser, avancer et investir nous-mêmes. Il y a des dispersions et des carences de moyens entre les différents niveaux de collectivité. Et là, il y a besoin de coordonner au service des objectifs du territoire, des objectifs politiques. Il y a besoin d'aller chez l'habitant. Donc le pilotage politique est essentiel. En ce qui concerne les moyens qu'il a à mettre en œuvre pour que la politique qu'il a souhaitée advienne, donne des résultats, il faut aussi être prudent, travailler sur la progressivité, la mise en place progressive des moyens. Aujourd'hui, nous en sommes à 4,2 ETP à peu près sur l'équipe énergie. Ça représente un petit 5% de la masse salariale. Voilà, pour vous donner une idée, du 2 € par habitant. Hein, voilà. Alors 5% de la masse salariale, c'est coût total, 2 € par habitant, c'est le reste à charge des collectivités une fois les financements obtenus. Donc il faut y aller progressivement, donc c'est ce qu'on a prévu de faire. L'année prochaine, on devrait être à 6 ou 7 ETP, puisqu'on va sûrement engager une développeuse ou un développeur de projet ENR, et qu'on va faire passer l'équipe d'Oremi de 1,2 à 2,5, 3 personnes, puisque là on va commencer à rentrer en phase de massification. Voilà. Et le CEP voilà, sera 1 voire 2 si toutes les collectivités réembarquent dans le projet, ce qui n'est pas encore certain. Il faut s'assurer d'un modèle économique, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit faire la preuve auprès des élus, mais aussi auprès des bénéficiaires, qu'au bout d'un moment, investir dans un projet de transition énergétique, c'est transformer nos 170 millions d'euros de factures en des revenus pour le territoire, en des emplois pour le territoire, de la fiscalité pour le territoire, mais pour les habitants, aussi des choses bien plus concrètes, du confort, être chauffé à 19 degrés sans souci, recapitaliser son patrimoine, faire des économies sur sa facture, et ça va en moyenne jusqu'à un 13e mois, comme vous l'a montré notre vice-président hier. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. On a besoin de s'appuyer sur les réseaux, et on a besoin de faire à un niveau supérieur quand on ne peut pas faire tout seul, et ça, il faut bien le penser dès le début, et ne pas tenter de mettre en place des moyens qui ne sont pas à notre portée. Voilà ce que j'avais à dire sur ce que nous tentons de réaliser. Voilà. En conclusion, les élus moteurs, c'est essentiel. On a la chance de les avoir. Il n'y a pas de modèle unique. Moi, je vous parle d'une situation et de son évolution dans un contexte qui est celui d'un département où on n'a pas forcément les bons alliés en plus, puisqu'on a un syndicat d'énergie plutôt paresseux et timide sur le sujet, et un point info énergie qui lui est carrément à contre-courant de ce que nous tentons de faire. Le paradoxe, c'est que la région et l'ADEME financent et le point énergie et la démarche TEPOS, donc, qui ne vont pas... Voilà, donc on a mis 3 ans, hein, parce qu'il y a quelques soucis politiques, évidemment. S'il est porté par une ADIL, nos présidents d'Interco sont aussi conseillers généraux. Ils ont voilà, hésité à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je pense que là, on n'est pas loin de le mettre. Et on va discuter sérieusement avec les financeurs pour dire on ne peut pas, à ce stade d'ambition, avoir des moyens qui ne sont pas convergents et que vous financez, voilà, des deux côtés. Et donc on est en train de tester des solutions, sachant qu'elles sont évolutives et que les votes sont sûrement différentes.